On est toujours à se demander actuellement comment le CAC 40 peut être sur des records historiques alors que le Nasdaq est 20% en dessous de ses plus hauts. On le sait, c'est à cause du luxe, mais la tentation est forte d'anticiper à partir de maintenant une correction sur le CAC 40. Et pour ça, beaucoup de traders utilisent les obliques sentinelles. Lorsque les obliques cassent sur les indicateurs, ils cassent souvent sur les cours également. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et c'est encore une hausse de 0,2% et encore une clôture historique pour le CAC 40 puisque l'on n'a jamais clôturé à 7549 pour l'indice CAC 40. Alors, on n'est pas allé aussi haut que la veille, mais on a bien clôturé plus haut que la veille. Donc oui, on vit une époque historique. Et c'est vrai que lorsque l'on compare ça, par exemple, au Dow Jones, eh bien, on se rend compte que on bénéficie véritablement du poids des valeurs du luxe. On a déjà expliqué. Regardez, ça c'est le Dow Jones. Et regardez, on est très très loin des records historiques. On est encore pour l'instant 8,8% au-dessus des plus hauts du début d'année. Et pour le Nasdaq, pour prendre un autre exemple, c'est exactement pareil, hein, on est excessivement faible par rapport au CAC 40 et si on essaye de mettre un chiffre, eh bien regardez, par rapport au plus haut, on est toujours, enfin les plus de 2022, fin 2021, on est 20% plus bas. Donc oui, certains, enfin non, pardon, excusez-moi, par erreur je vous ai montré le Lixor Nasdaq qui est un ETF, mais c'est pareil pour le Nasdaq. Et donc, oui, ça peut surprendre tous ceux qui attendent impatiemment une correction pour acheter, par exemple. Mais voilà, c'est structurel. Et il est vrai que si demain les valeurs du luxe souffrent, eh bien, on pourra se lamenter à juste titre que le CAC 40 sous-performe les autres indices. On peut pas tout avoir. Et actuellement, le CAC 40, eh bien, il fait bon d'en avoir puisque depuis la zone d'accumulation rationnelle des 6800 à peu près, on en est à plus 11% en l'espace, ben voilà, vous savez, c'est un mois, pile poil, ok. Et où cela va-t-il s'arrêter? Je vais essayer de travailler sur ça avec vous aujourd'hui. Pour l'instant, on termine l'analyse chartiste. À regarder, je l'ai dit, c'est plutôt haussier puisqu'on est sur une zone où la clôture est plus haute que la veille. Donc, on termine dans le tiers haussier. Donc, c'est bon. Les bougies Aiki-Nashi sont plutôt pas mal non plus, hein, puisque, bon, vous voyez, on voit que la pression haussière s'amenuise à mesure que les bougies rétrécissent, que les corps rétrécissent. Mais on est toujours sur un régime de bougie verte sans mèche basse, donc c'est haussier. Et que dire des tuiles and break qui nous gratifient généreusement d'un nouveau petit bloc, revenant toujours au principe sur lequel, quand on fait un bloc vert, eh bien, il est très très rare que l'on en ait qu'un seul. Je reviens sur mon CAC 40 en chandelier japonais. La moyenne mobile à cette période est ascendante. On est au-dessus de la M7. La tendance est générale, la tendance immédiate est haussière. La tendance générale, elle est haussière également. Et la tendance de fond, elle est haussière aussi. Et ce que je voudrais aujourd'hui vous montrer, alors j'ai pris la décision parce que j'ai eu des encouragements à aller dans ce sens, hein, à faire des vidéos un petit peu plus courtes en semaine parce que bah voilà, vous travaillez quoi. Hein. Moi je travaille pendant que vous dormez et l'inverse. Donc c'est vrai que pendant que je fais mes vidéos en pleine nuit pour vous, puisque je vous rappelle que j'habite pas en France, j'ai le temps de le faire, mais vous n'avez pas forcément le temps de la regarder. Donc, je l'ai fait un petit peu plus courte. Voilà, je viens de perdre 20 secondes. Et je l'ai fait plus longue quand vient le week-end. Hein. Et moi, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est une autre façon d'anticiper la cassure. Ok, la cassure de la tendance haussière. Clairement, on sait que ça monte trop vite, on sait que ça va corriger, ça va venir sans doute ici. Mais la question, c'est que si vous initiez des positions vendeuses à peu près n'importe où, vous êtes sûr que vous vous aventurez vers des contrées peu agréables, hein, puisque voilà, on ne sait pas quand ça va corriger. Et j'avais parlé pas plus tard que la semaine dernière du Money Flow Index qui est à l'origine du short que j'ai pris avec un stop à 7700 à l'origine. J'y reprendrai un petit peu plus tard. Je vais vous parler aujourd'hui des bougies sentinelles, pardon, des obliques sentinelles. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, moi je les appelle comme ça, mais ça peut, je pense que ça porte bien ce nom. Je vais mettre un indicateur technique que vous connaissez bien qui est le RSI, ok. Je vais remonter un petit peu en avance, enfin en arrière, et je vais vous montrer quelques exemples. Vous voyez quand la hausse elle est vraiment funiculaire comme ça, si vous mettez une oblique à la fois
sur le RSI et sur les cours, et bien généralement la cassure, il faut que ça parte au même endroit, hein, ok. La cassure de l'oblique annonce une probabilité importante de cassure de l'oblique sur les cours eux-mêmes, avec bien sûr derrière la possibilité de gagner de l'argent éventuellement si vous spéculez à la baisse. Un autre exemple ici, vous voyez, on prend les plus bas du RSI sur la même période et vous voyez que ça a été cassé ici et derrière l'oblique a été cassé 3 séances plus tard ici. Okay. Alors ça n'a pas été phénoménal, mais ça a été quand même une belle baisse. Et là, parfois, c'est très très bien comme ici. Okay. Alors le problème, et ça c'est important que vous le sachiez, c'est que très souvent, ça marche pas. Ça marche plus souvent que ça n'échoue, mais très souvent, ça ne marche pas quand même. Donc il faut faire très attention. Et je vais vous montrer comment on peut faire, entre guillemets, pour se protéger de ça, tout en sachant que c'est absolument pas une martingale, c'est ma façon de faire. Lorsque vous avez une oblique comme ça, qui est cassée, comme ici, ok, et que ça ne casse pas l'oblique sur les cours comme c'était prévu qu'il se produise, que fait-on? Je vais prendre cet exemple-là parce que c'est assez significatif, ok. On va essayer de faire les choses en temps réel. Imaginons donc, je vais l'enlever, pour que ça sera encore plus simple, imaginons que vous voyez que les cours évolue de manière claire sous une oblique. On va dire qu'on est à peu près ici, ok. Et là, entre-temps, vous avez dit, ça se substitue au backtest hein, d'ailleurs, parce que ça va être trop long, voilà, ainsi. Et vous dites, voilà, lorsque l'oblique sera cassée, je spéculerai à la baisse ou je serai alerté d'une baisse. Et comme vous pouvez le voir ici, ok, ça a cassé sur l'oblique sentinelle, ici. Bon, je vous garantis que ça a cassé sur l'oblique sentinelle ici et vous vous prépariez éventuellement à spéculer à la baisse sur les cours et vous voyez que ça a été fait une séance plus tard et là vous voyez qu'on est repassé au-dessus. Alors résultat décevant naturellement, ça arrive et quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que dès qu'on inscrit un plus haut en clôture, qui est la preuve que eh bien, la tendance est toujours haussière, eh bien je vous engage à réajuster tout comme ça. Donc vous reprenez les nouveaux creux, hein, puisque c'est ça qu'il faut faire. Et c'est à ce niveau que vous allez avoir une nouvelle cassure qui a eu lieu ici. Et là, vous voyez, ça n'a pas marché non plus. J'ai vraiment pris le pire des exemples, puisque tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Là, ça fait 2 fois que ça ne fonctionne pas. Et bien qu'à cela ne tienne, vous réajustez l'oblique. OK. Et comme ça, quand ça casse, cette fois-ci, non, j'ai mal tracé, on ne va pas s'en sortir, voilà. Quand ça casse cette fois-ci, derrière, vous avez une vraie anticipation, okay, qui a donné une baisse beaucoup plus intéressante, comme ça, du plus haut au plus bas, on a perdu 6%. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, bon, des fois, il n'y a pas de piège, hein, des fois, ça casse du premier coup, comme ça a été le cas là, vous voyez, ça a cassé ici, je l'ai mal tracé, mais croyez-moi, voilà, comme ça a cassé ici, et puis 2 séances derrière, ça a vraiment très bien cassé sur les cours. Ce que je suis en train de vous dire, là pareil, ouais, ça a été très franc et ça s'est suivi des faits sur les cours également. Mais il ne faut pas hésiter à réajuster. Alors vous allez dire, oui, mais dans ce cas, on a perdu 2 fois sur 3. Oui, tout à fait. Mais l'idée, encore une fois, c'est que soit vous partez du principe que l'un dans l'autre, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, et au moment où on réajuste et que ça casse pour de vrai, entre guillemets, eh bien, on se récupère toujours, entre guillemets. Soit vous dites qu'il faut combiner ça avec un autre outil, mais là, c'est trop long pour en parler dans cette vidéo et vous combinez, mais je vous donne simplement des pistes de travail. Là, par exemple, là, je vous montre un autre exemple. Voilà. À l'origine, il fallait la tracer comme ça, l'oblique. Ok, vous êtes là, vous dites que ça va trop vite, vous décidez donc de surveiller cette oblique, vous mettez la même oblique sentinelle là, et là, vous voyez, vous dites ça va casser, c'était ici, et vous voyez que ça n'a pas cassé, au contraire, on a fait un nouveau sommet, donc vous réajustez votre oblique par rapport au plus creux, pour accompagner la hausse finalement. Et là, pareil, vous accompagnez les creux. Et là, quand ça a cassé, vous voyez que là, par contre, c'était vraiment très intéressant puisqu'entre les plus hauts et les plus bas, on a perdu 7%. Bref, il n'y a pas de martingale. Ce que simplement je veux vous montrer, c'est comment je procède à titre personnel pour m'adapter aux obliques, aux croissances funiculaires, aux anticipations de baisse, etc. Donc là, maintenant, je suis désolé, c'est un peu long, mais c'est important, je pense, pour vous. Ah, ça me rappelle qu'il faut que je parle d'autre chose. Regardez, là vous aviez une oblique qui était apparemment intenable. Ok, il fallait la tracer comme ça.
Donc en même temps, vous la traciez sur l'oblique, sur le RSI, et vous voyez que l'oblique sentinelle n'a pas été cassé. Donc on n'avait pas de raison finalement de spéculer à la baisse au regard de cette stratégie. Et ça n'a toujours pas été cassé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu ici une fausse sortie. Donc il est bon de l'ajuster ainsi. Et là, vous voyez encore, c'est des cas extrêmes, ça, puisqu'on a cassé cette oblique là au niveau des cours, mais pas au niveau des indicateurs techniques. Donc c'est celle-là qui semble fiable. C'est pas grave. Vous ajustez, et là où il y aura vraiment une alerte, c'est quand on aura cassé, à mon avis, l'oblique sentinelle. Ok. Bon voilà, je vous explique comment on fait pour gérer ça, mais tout en sachant que la plupart du temps, ça fonctionnera beaucoup mieux. Et là, ce sont simplement des cas extrêmes qui montrent que voilà, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ce qui nous amène, c'est une vidéo très très longue, à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous indique que c'est toujours très très bon, hein, puisque vous êtes au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Et c'est tout ce qu'on a de neuf à se mettre sous la dent. Alors, je suis désolé, je digresse un petit peu, mais c'est important parce que ça me tient à cœur. Je ne vous montre pas ça pour faire mon Calimero, ni pour susciter derrière des réactions agressives par rapport au message qui m'a été envoyé. Je vous montre simplement ça pour que vous compreniez parfois le dilemme auquel je suis confronté. Alors, j'ai reçu ça. Ok, c'est un commentaire de YouTube. Donc il y a Albatros, très poli, bonjour Trado, pouvez-vous rapatrier? Bon, je vous laisse lire. En gros, il me demande de faire quelque chose pour améliorer la stratégie ou le backtest. Ok, très poli, très aimable. Et moi je lui dis, bah écoute, désolé, j'ai pas le temps de faire ça parce que, crois-moi ou pas, enfin croyez-moi ou pas, je suis assez débordé. Je me réveille à 4 heures tous les matins. Et en fait, je suis pas question d'en faire mon Calimero, mais voilà, ça, la vidéo que vous voyez, c'est des heures et des heures par jour. Et c'est la partie visible de l'iceberg. Hein, okay, c'est pas les vidéos qui me rapportent des sous, vous en doutez. Quoi. C'est pas avec le petit sponsoring que je mets de IG, par exemple, hein, que je vis. C'est du beurre dans les épinards. Mais en tout cas, je dis que je peux pas. Et Albatros me répond, voilà, mais si c'est facile, il faut faire ça. Voilà comment on peut s'y prendre. Et voilà, moi ce que je veux dire, c'est que je peux pas répondre à autant de demandes privées. Parce que, croyez-moi ou pas, mais encore une fois, je reçois entre 40 et 50 messages privés par jour. Ok, et sur ces 40 ou 50, il y a au moins la moitié qui demande des interactions, du travail derrière. Alors moi, j'essaye vraiment de répondre non, je réponds à tous les messages, ça me prend du temps, je réponds à tous les messages, j'essaie de vous aider autant que je peux, mais je ne peux pas satisfaire les requêtes personnelles. Même si pour vous, ça semble correspondre à 10 minutes de travail maximum, il faut comprendre que moi, je les ai pas ces 10 minutes encore. C'est très triste pour moi de vous le dire, mais je peux pas faire plaisir individuellement quand ça me prend plus que 10 secondes, on va dire. Parce que au-delà, ça voudrait dire sacrifier le travail que je vous donne collectivement, comme cette étude du RSI. Là, vous voyez, vous imaginez bien que ça a pris 10 minutes à expliquer, mais derrière, c'était beaucoup plus de temps pour réfléchir, conceptualiser, expliquer. Donc voilà, ne prenez pas mal le fait que je ne puisse pas vous aider individuellement. Ça se ferait nécessairement au niveau du collectif, et puis ça se ferait également au détriment de voilà, ce qui me rapporte vraiment de l'argent, mes activités professionnelles rémunérées. Et donc je suis vraiment désolé, mais voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas un coup de gueule, c'est une explication, et voilà, je cherche à attirer ni de la sympathie ni quoi que ce soit. C'est simplement purement pédagogique pour que vous compreniez pourquoi je peux sembler assez avare de mon temps, mais tout simplement j'en ai pas. Bon voilà, c'était une très lourde digression. Les trades, c'est simple, hein, j'ai envie de dire, si vous voulez spéculer à la hausse, eh bien, à titre personnel, j'attendrai que l'on corrige avant, parce que plus on monte, moins on corrige, plus longtemps avant de corriger, plus la baisse risque d'être importante. Il faut le savoir aussi, hein, ça se paye ce genre de choses. Hein. Donc, en tout cas, acheter maintenant, ça me semble difficile, même si on a tous les éléments qui disent continuation de la hausse. Ce que je vois, c'est éventuellement une petite hausse avant une grosse baisse. Et d'ailleurs, pour être complet, avant une nouvelle hausse. C'est mon scénario de travail. Mais acheter maintenant avec un stop de protection là où il devrait être mis, c'est un peu compliqué. Je change mon fusil d'épaule. Alors là aussi, si vous n'avez pas regardé les 3 dernières vidéos, vous allez être un petit peu perdu. Je suis rentré ici, ok, à 7500.
pour des raisons que j'ai déjà évoquées au niveau du Money Flow Index. J'avais dit, je vais essayer de gagner 1% et je sortirai parce que c'est le genre de trade. J'avais mis un stop de protection à 7700 environ. Attention, ça, les mots ont leur importance. C'est un setup qui rapporte peu mais qui fonctionne très souvent. Donc, j'ai un stop loss éloigné qui représentait 1% de mon capital de trading et je visais très très peu, mais parce que c'est du genre de choses qui rapportent souvent un petit peu comme si vous voulez la différence entre une épicerie de luxe et Aldi ou Lidl. Aldi ou Lidl gagnent très peu sur une grande quantité alors que les épiceries de luxe c'est l'inverse. Donc l'idée ici c'est de gagner peu mais souvent. Et puis j'avais dit que compte tenu de la configuration, je baissais mon stop de protection au-dessus des sommets de la veille ici, et si on clôturait au-dessus, je sortais ma position avec une toute petite perte, parce que vous imaginez bien que si je perdais 1% de mon capital, si on allait là par rapport à une entrée ici, et bien si on sort juste là, c'est même pas 0,1% de mon capital. Mais je rechange d'avis au regard de ce qui se passe là, parce que là ça va trop loin et j'envisage vraiment une baisse, donc je remets je laisse mon stop de protection où je l'avais laissé en premier, vers 7703 je crois. Ça correspond à 1% de mon capital de trading. Et je vais être beaucoup plus ambitieux que les 1% que je voulais au début, parce que là, quand ça va casser, ça risque de casser assez violemment et aller chercher cette zone. Donc, je change complètement mon fusil d'épaule. Par rapport à l'entrée ici, j'ai un stop de protection à 2,7%, parce qu'à l'époque, on avait vu qu'il était possible qu'on fasse plus 3%. Hein. Donc ça correspondrait à une perte de capital de 1%, mais maintenant si on va chercher mon objectif qui devient 1,5%, on est sur un ratio gain-risque de 0,6, mais un taux de réussite à mon avis bien supérieur à 50%. Bref, là je pense à voix haute, mais je pense que c'est également important pour vous. Bref, c'était beaucoup trop long, beaucoup plus long que ce que je voulais. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.